Merci de quitter l'hémicycle en silence pour ceux qui nous quittent. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai l'honneur d'être le premier orateur après votre prise de parole, Monsieur le Premier ministre, et votre intervention confirme ma première impression. Votre talent, votre énergie est un atout dans la période que nous traversons. Et je pense que nous sommes prêts à passer tous les caps avec vous, pas simplement le Cap Horn. Pour quelqu'un de ma génération, la nomination d'un jeune Premier ministre a quelque chose de rassurant pour l'avenir. Lorsque je me suis engagé en 1974, pendant la campagne de Giscard, vous n'étiez pas né, Monsieur le Premier ministre, et bien d'autres, avec Marielle de Sarnez notamment, j'ai été saisi du même sentiment en 2017 avec le Président de la République et aujourd'hui avec votre arrivée à Matignon. Je ressens un peu ce même mouvement, cette même ardeur et j'ai envie de dire chiche. Le discours que vous venez de prononcer s'inscrit sur ce chemin du dynamisme qui incarne l'esprit de 2017. Les Français avaient alors choisi l'optimisme, l'ouverture et les valeurs démocrates. Ce sont ces valeurs que vous représentez. Et je vous sais conscient de la responsabilité qui vous incombe, conscient de la hauteur de la tâche qui est la vôtre et que vous abordez avec l'audace et la détermination nécessaires en étant précis et attentif aux attentes concrètes des Français. Le groupe démocrate que j'ai l'honneur de présider vous fait confiance pour que vous soyez fidèle à cette méthode, fidèle à vos valeurs, pour mettre en œuvre une politique volontariste et réformiste. Vous avez été élu pour la première fois en même temps que nombre d'entre nous. Vous êtes en quelque sorte l'un d'entre nous. Nous avons confiance en vous et en la promesse que vous venez de faire de travailler en étroite collaboration avec le Parlement à la transformation de notre pays. Notre groupe vous accompagnera dès lors que vous nous proposerez de travailler main dans la main pour des réformes utiles et justes. À ce moment de mon intervention, permettez-moi d'envoyer un signe d'amitié et de respect envers Elisabeth Borne, qui a su conduire notre majorité depuis 2022 de façon utile et constructive. Je veux ici la remercier pour tout ce qu'elle a donné à notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, vous y avez participé. Beaucoup de réformes ont été engagées depuis 2017 pour favoriser l'économie, l'entreprise et l'emploi. Nous avons lancé de grands chantiers, les lois ESSOC, Pacte, Élan, Egalim. Mais il faut reconnaître que par la force des crises, les gilets jaunes, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, nous avons beaucoup paré à l'urgence sans nous projeter avec vigueur dans l'avenir. Force est de constater également que la France de 2024 n'est plus la France de 2017. La guerre est désormais sur notre sol. Les catastrophes climatiques deviennent plus récurrentes et brutales que jamais. Et l'accession des pouvoirs des populistes au pouvoir des populistes dans de nombreux pays du monde renverse les anciens équilibres. Le moment est venu de rebondir, d'être à l'offensive et vous venez de le prouver. Au groupe démocrate, nous demandons des grandes lois structurantes sur le long terme, avec de la programmation et de la sécurité juridique, telles les lois de programmation de la défense, la justice ou la police, sur des marqueurs sociétaux sur lesquels nous pourrions retrouver l'adhésion de nos concitoyens. Dans cette nouvelle méthode, le groupe démocrate vous accompagnera avec ce que nous sommes, déterminés à redonner de la force à notre pays, lui rendre sa souveraineté, rendre les Français fiers de constituer une nation unie et solidaire. Nous avons de nombreux défis à surmonter et je veux avant tout vous apporter, ainsi qu'à votre ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, notre plein soutien pour résoudre la crise agricole actuelle. Cette crise est multiforme et le reste des sujets que nous avons à traiter l'est tout autant. Comment réindustrialiser le pays pour créer des emplois et assurer notre souveraineté? Comment accueillir les travailleurs dans un territoire quand on n'a pas de logement pour les accueillir avec leur famille?
Comment répondre à l'exigence de simplification sans verser dans le tout numérique? La mauvaise calibration du guichet unique montre qu'il nous faut faire confiance aux tiers, que nous avons besoin de maintenir le contact. Et le succès des maisons de France Service est à cet égard très parlant. Comment demander aux Français d'assurer le renouvellement des générations quand il est impossible de trouver une pièce en plus pour loger des enfants à naître? Comment redonner confiance quand la solidarité, l'ascenseur social, l'école sont en perte de vitesse, quand la culture est réservée à certains seulement? Comment prendre en charge nos aînés, soigner les Français tous, quel que soit le territoire dans lequel ils résident? Voilà les défis qui sont devant nous. Et notre devoir est de répondre à l'ensemble de ces questions en les menant de front ensemble, en tenant compte des deux éléments fondamentaux, la crise environnementale qui doit guider l'ensemble de nos politiques et la crise préoccupante de nos finances publiques. Vous avez beaucoup insisté, Monsieur le Premier ministre, sur le travail, celui qui rémunère, celui qui fait vivre une famille. Vous parlez du travail qui émancipe. Et là-dessus, nous sommes avec vous. Faciliter les formations, les embauches pour les entreprises, leur simplifier pour qu'ils passent plus de temps à chercher de nouveaux marchés ou déposer des brevets plutôt qu'à faire de la paperasse. Nous devons également nous interroger sur notre fiscalité, qui n'est plus adaptée au monde actuel. Agissons contre les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques ou environnementales, sans pour autant briser les talons. Vous savez aussi, Monsieur le Premier ministre, notre grande préoccupation face à la crise du logement et de l'immobilier. Pour nous, au groupe démocrate, le logement est l'un des fils rouges de l'égalité des chances. De la naissance au dernier jour, le logement, plutôt que de représenter la première des inégalités, doit être un lieu d'émancipation. Alors oui, il faut absolument bâtir une politique du logement cohérente, humaine et adaptée à la société d'aujourd'hui. Les solutions existent, même si elles passent par quelques bouleversements, y compris fiscaux. Certains États du monde ont compris que pour réussir, il fallait gouverner à 30 ou 40 ans. En France, nous avons parfois pris l'habitude de gouverner à 30 ou 40 jours. Cela ne peut plus fonctionner. Notre horizon doit être celui de la génération. Il en est de même dans d'autres domaines, tels que la démographie. Année après année, nous voyons les naissances se tasser sans réagir. Aujourd'hui, nous avons un indicateur de fécondité au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, hormis en 1993 et 1994. Cette question démographique ne doit pas être prise à la légère. Elle est cruciale pour l'avenir de notre nation. Notre contrat social, qui fait la richesse de la France, repose sur cet indicateur. Il fonde nos politiques de santé, d'éducation, nos politiques de solidarité. Agir pour la progression démographique suppose d'abord et avant tout de combattre avec une totale détermination les inégalités. Éradiquer les inégalités de destin, celles qui font que lorsqu'on est dans un certain quartier, dans un certain milieu social, sous certains noms de famille, on y est condamné à vie. Il faut une politique familiale et une protection de l'enfance ambitieuse, comme ce que nous avons bâti depuis 6 ans. La création d'une délégation aux droits de l'enfant au sein de notre Assemblée en est une belle illustration. L'éducation ensuite, qui est le cœur même de l'émancipation de tous les élèves. Tous les élèves doivent se prévaloir des mêmes chances dans toutes les écoles. Meilleur suivi des élèves, des classes à taille humaine, le métier de professeur revalorisé, tels sont les chantiers sur lesquels nous avons commencé à travailler ces dernières années et que nous devons poursuivre avec davantage de vigueur. Nous savons tous ici que la réussite du système éducatif dépend surtout du bien-être, de l'accompagnement et du nombre de professeurs. Encourageons les vocations, mettons en œuvre une vraie politique de formation, aidons-les à s'installer dans tous les territoires. Au-delà, un autre défi, et non des moindres, nous attend, celui du vieillissement massif de la population qui entraîne des défis immenses. Explosion des dépenses de protection sociale, besoin d'aménagement de la vie quotidienne, notamment en matière de logement, nouvelle exigence des services publics en termes d'assistance et de soins. Je souhaiterais aussi aborder, vous l'avez un petit peu fait, Monsieur le Premier ministre, les défis des territoires. Je parle de tous les territoires, d'Hexagone bien évidemment, mais également tous nos territoires d'outre-mer qui méritent une attention forte du gouvernement. Maintenir notre modèle économique et social suppose de mener une politique volontariste de réduction des inégalités territoriales. L'une des fractures les plus fortes réside dans l'accès aux soins. Sur les déserts médicaux, le compte n'y est pas, malgré tous nos efforts. Soutenons les médecins volontaires pour aller dans des zones oubliées. L'ouverture du numerus clausus est actée, mais reste insuffisante.
L'exigence d'égalité territoriale, c'est aussi l'accès aux services publics avec une administration qui aide plutôt que de traquer et punir. Et c'est enfin en soutien à nos agriculteurs. Comment accepter qu'après les lois Egalim, nous en soyons toujours au même constat? Nos agriculteurs qui nourrissent par leur force de travail les Français n'arrivent toujours pas à vivre décemment de leur activité. Ils restent coincés dans le fossé que la grande distribution a largement creusé entre le consommateur et le producteur. Vous venez encore à l'instant de faire de fortes propositions qui viendront s'ajouter au grand texte à venir sur le renouvellement des générations. Je souhaite qu'elles soient de nature à répondre enfin à ce mal-être agricole profond, mais là encore, toujours avec une vision à long terme. Voici, Monsieur le Premier ministre, ce que nous croyons et ce que nous espérons pouvoir faire avec vous dans un contexte de grand bouleversement. Le plus grand bouleversement, nous l'avons tous en tête, le dérèglement climatique. Avec la question du pouvoir d'achat, les fractures territoriales, l'inflation, il est de plus en plus difficile de faire accepter à nos concitoyens des changements dans leur mode de consommation, alors que se renforce l'impérieuse nécessité d'agir d'agir vite et fort, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La question la plus délicate est donc de savoir qui finance la transition énergétique et comment faire en sorte que les Français ne subissent pas cette transition. C'est un enjeu important, Monsieur le Premier ministre, auquel vous allez devoir vous atteler. Car si nous sommes tous convaincus que l'urgence est là, nous ne devons pas assister impuissants à la dégradation du vivant. Notre partenaire le plus important sur ce sujet, comme sur l'agriculture, la défense, la solidarité, la santé, sera une nouvelle fois l'Union européenne. 2024 sera l'année européenne et j'ai confiance dans tous les démocrates pour mettre toute leur force dans la campagne des valeurs européennes. La liberté, l'état de droit, l'égalité, la solidarité. Et c'est encore plus important face aux grands bouleversements à l'échelle internationale, dont, je le crains, nous n'avons pas encore véritablement pris la pleine mesure. Ce sont bien évidemment les conséquences de la situation au Moyen-Orient, la détresse et les souffrances du peuple ukrainien ou encore les incertitudes liées aux élections américaines. Ce qui se joue est donc de renforcer, de consolider l'Union européenne. Les Européens doivent défendre leurs valeurs et leur mode de vie. Ils ne pourront le faire que s'ils s'unissent face aux grands risques mondiaux. Nous n'avons d'autre choix que de nous préparer, nous, Européens. Défendre nos valeurs européennes et démocrates, cela implique aussi de changer de méthode dans notre hémicycle. Monsieur le Premier ministre, je le disais au début de mon propos, votre nomination nous rappelle l'esprit de 2017. Et renouer avec 2017, c'est aussi renouer avec le dépassement. Dépassement des clivages, des antagonismes, des postures, dépassement au fond de nos vieilles habitudes. Le groupe démocrate défend depuis longtemps l'importance de moins légiférer pour mieux légiférer en travaillant sur moins de textes, mais des textes plus structurants. Mieux évaluer aussi l'efficacité des politiques publiques. Je sais bien sûr que nos difficultés sont aussi liées à notre mode de scrutin, premier germe de la division. Ainsi, nous devons nous poser cette question pour raviver notre démocratie. Tout cela implique de faire des efforts, de davantage respecter nos différences plutôt que de les cultiver. Ce sont les qualités qui prévalent au groupe démocrate et qui s'est construit sur l'unité, la positivité, l'écoute, la liberté, le dépassement de conflits par le rassemblement des valeurs. C'est dans l'ADN du mouvement démocrate d'avoir une vision sociale, démocrate et humaniste, et nous serons à vos côtés, Monsieur le Premier ministre, pour la faire vivre. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup.